dans un contexte pharmaceutique, parce qu'une des craintes de nos concitoyens aujourd'hui, c'est de voir, comme il y a de la santé mentale partout, c'est de voir des médicaments psychotropes partout. Donc, engageons le débat sur santé mentale, psychiatrie et psychiatrisation de la société. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai qu'il y a une psychiatrisation de la société? Alors, d'un côté, c'est vrai qu'il y a de la santé mentale partout. Le gouvernement précédent avait mis un conseil à la santé mentale, d'ailleurs dans lequel la psychiatrie tenait une toute petite place. C'est vrai que chaque fois que le DSM, vous savez, le manuel des diagnostics psychiatriques, chaque fois que la nouvelle mouture sort, il y a de nouveaux diagnostics et tout le monde hurle en disant que ça y est, la pieuvre psychiatrique envahit le champ du fonctionnement psychique et que après-demain, ça va être moi de me retrouver dedans et les psychiatres seront contents le jour où tout le monde sera dans le DSM. C'est vrai que en psychiatrie pour enfants et pour adolescents, par exemple, le nombre de consultations dans les 10 dernières années a augmenté de 50%. Donc on peut dire d'un côté, oui, alors il y a une psychiatrisation de la société. D'un autre côté, il y a de nombreux postes de praticiens hospitaliers en psychiatrie dans les secteurs psychiatriques français qui sont non pourvus. De notre côté, vous avez vu que dans les 10 dernières années, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on a perdu la moitié de nos effectifs. Vous avez vu qu'il y a des infirmiers psychiatriques qui ont fait la grève de la faim il n'y a pas longtemps parce qu'ils ne sont plus assez pour s'occuper des patients psychiatriques. Donc moi je pourrais dire le contraire, il y a en fait une dépsychiatrisation de la société. Ce n'est pas une psychiatrisation, c'est une objectivement, il y a moins de psychiatres. Il y a moins de psychiatres pour enfants. On a plus de mal à s'occuper des patients. Et donc, il y a une dépsychiatrisation de la société. Alors, vous voyez, il y a une tension là. Tout le monde dit qu'il y a de la psychiatrie partout. Quand on regarde dans le détail, c'est pas vrai. Alors, pourquoi? C'est là qu'il y a quelque chose à gratter pour essayer d'avancer. Alors, d'abord, cette histoire de santé mentale, c'est vrai qu'il a été dit en introduction que ça concerne d'ailleurs, si je vous demandais, écrivez sur un bout de papier, qu'est-ce que c'est que la santé mentale? C'est, en fait, quand on est un peu dans le monde médical, c'est une façon de dire psychiatrie sans dire le mot, c'est plus light. Il y a un côté plus d'épanouissement personnel, de choses comme ça, vous voyez. Mais ça, c'est ce qu'on ressent. Hein. Alors, regardons en fait comment le concept s'est construit. Il se trouve qu'on a écrit un petit papier sur le sujet il n'y a pas longtemps avec une interne en santé publique du service. En fait, c'est compliqué et tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'est la santé mentale. Et alors, on peut voir... quand il y a un doute... moi, je reviens aux définitions de l'Organisation mondiale de la santé, pas parce qu'ils disent le vrai, mais parce que c'est une institution qui a pignon sur rue, et puis que, quand même, elle structure la santé publique mondiale. Et puis qu'en principe, ils ont une réflexion transculturelle, en principe. Alors, d'abord, au passage, on peut se rappeler de leur définition de la santé. Vous savez qu'avant, la santé, c'était le riche, c'était la vie dans le silence des organes. C'est-à-dire on est en bonne santé quand finalement on ne se sent pas vivre. Quand on n'a pas l'impression que la vie c'est compliqué, on est en bonne santé. Eh bien, donc en 1946, il y a une rupture majeure. Alors si je vous le dis, c'est que ça a à voir beaucoup avec cette question de santé mentale. Beaucoup. C'est que, donc vous savez tous que la santé pour l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va parler d'addiction. Mais il y a un jour un addictologue qui m'a dit « état de complet bien-être physique, mental et social, ça existe qu'après un shoot d'héroïne ou un orgasme. » Que c'est quelque chose qui est complètement épuisant, que c'est intenable. Quoi. Ça va 5 secondes, mais après on dit « stop, j'en peux plus. » quoi. Et donc, vous voyez, en fait, il y a un problème avec cette définition de la santé, c'est que ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. On ne peut pas dire que la santé c'est ça. Et donc, si on ne peut pas le dire et que l'OMS le dit, c'est qu'il y a un truc. Alors, le truc, on le retrouve 2 ans après dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. Alors vous voyez, on voit déjà qu'ils n'ont pas communiqué entre eux parce que niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être. Mais comme la santé c'est le bien-être, en fait c'est redondant. Vous voyez, mais bien sûr, en fait, comme personne ne pense que la santé c'est le bien-être, quand on dit santé, on est bien obligé de rajouter bien-être. Et donc même eux, ils n'arrivent pas à assumer leur position jusqu'au bout. Après, il y a un autre truc, c'est que toute personne a droit au bien-être. Eh ben, c'est un non-sens. On n'a pas droit au bien-être. C'est philosophiquement absurde. Hein. D'abord, qu'est-ce que c'est que le bien-être? Alors, il y a des philosophes qui ont écrit des trucs. Je vous invite à voir l'article Philosophy of Well-being sur la Stanford Encyclopedia of Philosophy et vous allez voir que là aussi, on dit des choses son contraire. Il y a des gens qui disent que le bien-être c'est le plaisir, c'est les émotions positives, mais il y en a d'autres qui disent que pour être bien, en fait, il faut avoir réalisé quelque chose de grand et en général, il faut souffrir pour avoir réalisé quelque chose de grand. Et donc du coup, taratata. Et donc le bien-être, on ne sait pas trop ce que c'est. Et d'ailleurs, on sait bien que dans la vie, être heureux ou avoir du bien-être, c'est quand même compliqué parce qu'on n'arrive même pas à être très clair à propos de ce qu'on veut. Et donc avoir droit à ça, c'est une imposture intellectuelle. Et pourtant, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc en fait, il y a des gens qui disent que quelque part, il s'est passé quelque chose après la Seconde Guerre mondiale, où bien sûr il s'est passé des choses où le bien-être était à l'opposé des préoccupations des gens, ou plutôt c'était très compliqué. Il s'est passé quelque chose avec de multiples déterminants sociologiques qui a fait que la question du bien-être a été une question centrale. La recherche du bien-être est devenue quelque chose de très important. Et alors, la santé mentale, vous me direz là-dedans, la santé mentale, l'OMS en donne la définition en 2001, et qu'est-ce qu'elle dit? C'est un état de bien-être, dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif, et contribuer à la vie de la communauté. Donc en fait, la santé mentale, c'est la santé plus la productivité, pour le dire dans le temps. C'est pas ça qu'ils disent, hein, mais pourtant c'est un peu ce qu'il y a écrit. Hein, c'est un peu ce qu'il y a écrit. Donc vous voyez, encore une fois, la santé mentale, et dans l'idée des gens, c'est le bien-être, et bien entendu, comme de toute façon dans la santé, dans l'imaginaire collectif, il n'y a pas que le bien-être, hein, bien sûr, il y a aussi le fait que ça marche, quoi, que le corps marche, sans qu'on s'en rende compte. Et la définition de le riche, finalement, hein, la vie dans le silence des organes, en fait c'est ça qui correspond à ce que les gens pensent comme étant la santé. Et donc du coup, le bien-être, en fait, c'est plus la santé mentale que la santé, et donc du coup, progressivement, les sociétés se sont réorientées vers bien-être, santé mentale, d'autant plus que dans cette période, on a eu l'émergence, et avec beaucoup de force, de la psychologie positive. Hein, vous savez, avant, la psychologie, c'était plutôt étudier pourquoi les gens souffrent, les émotions négatives, et puis il y a eu une psychologie des émotions positives, avec même un cortège commercial du développement personnel et tout ça. Hein. Et donc, on en arrive presque à, aujourd'hui, une société du bien-être, avec même une injonction du bien-être. Hein, on doit aller bien, si vous n'allez pas bien, c'est louche. Si vous n'allez pas bien, alors en France un peu moins, on a le droit de dire qu'on ne va pas bien. C'est même une certaine forme d'élégance à dire que ça ne va pas, mais vous savez qu'en Amérique du Nord, hein, dire que ça ne va pas bien, c'est pas assez socialement stigmatisant. Donc on est bien d'accord, la santé mentale, au sens du bien-être, elle est partout, c'est là je suis d'accord avec le chapeau de votre demi-journée. Oui, il y a une injonction à la santé mentale, oui, il y a une injonction au bien-être, oui, la santé mentale est partout, et du coup, alors, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui à partir de ça? Parce qu'on pourrait dire, d'accord, il y a un problème peut-être philosophique autour de ça, mais pourquoi ne pas vouloir que les gens soient heureux? Même si c'est compliqué, pourquoi ne pas promouvoir le bien-être? Après tout, c'est pas une mauvaise idée. Alors oui, bien sûr, sauf que c'est vrai qu'en ce moment, quand même, on vit des changements dans nos vies. Hein. Alors, on est tous au courant que le monde se digitalise. D'ailleurs, quand je fais cours, la moitié de mes étudiants sont sur leur téléphone en même temps qu'on fait cours. Quand je donne une conférence, la moitié des gens qui m'écoutent sont sur leur téléphone en train de renvoyer des SMS.
Donc tout ça est normal, sauf que ben, c'est pas anodin du tout. Alors on le dit d'ailleurs, voilà, on vient de dire qu'il y a une addiction aux jeux vidéo, à l'internet, etc. On voit que même ça pénètre le champ de la santé ou de la médecine. Mais plus sérieusement, il y a beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nos semblables qui vivent ça très mal. Qui vivent ça très mal parce que d'abord les nombres, c'est un univers dans les algorithmes et tout ça, ça peut faire peur, on peut se sentir agressé par le fait que sans arrêt il y a des trucs qui décident, etc. et qu'on ne maîtrise plus la situation. On ne la maîtrisait pas avant, hein. Mais là on a l'impression que c'est des nombres qui maîtrisent tout et ça fait peur. Et puis que quand tout est en réseau et que tous ces réseaux sont interconnectés, etc., ben on n'a plus de limites, on n'a plus de contenant. Hein, et donc on se sent seul, perdu dans une espèce de truc immense, et puis qu'on voit nos jeunes, eux, ils sont très bien avec tout ça. Et nous, on se sent mal. Donc il y a des fossés générationnels à l'intérieur des familles. Quand on est pédopsychiatre, on le voit, hein, c'est vraiment quelque chose de banal. Il y a un fossé entre les jeunes qui sont à l'école primaire, au collège et au lycée maintenant, et leurs parents, même s'ils sont branchés, ils ne vivent pas tout à fait sur la même planète. Et donc ça fait des tensions considérables, et ben, ça interfère avec le bien-être, hein. C'est-à-dire que, ben oui, les gens ne sont pas bien, ils ne sont pas bien, alors qu'ils devraient être bien, alors qu'il y a une injonction de bien-être, alors qu'en apparence, ils ont tout pour aller bien. Puisque quand même, en France, en première approximation, hein, tout le monde va à peu près bien. Alors, donc oui, il y a un problème de santé mentale à cause de tout ça. Mais alors la psychiatrie, vous me direz là-dedans, qu'est-ce que ça vient faire? Eh bien, le truc, c'est que, bien entendu, si on dit il y a un problème de santé mentale, il faut faire quelque chose. Ben, à quel professionnel spontanément on va s'adresser quand il y a un souci de santé mentale? Ben, pourquoi pas au psychiatre, puisque la santé mentale, la psychiatrie, etc. Donc spontanément on pense au psychiatre, et d'ailleurs on passe souvent à la télé, les journalistes nous invitent à la télé, à la radio, à écrire dans le Figaro et ailleurs à propos de la santé mentale. Et d'ailleurs il faut dire qu'on est complaisant, on y va bien volontiers, parce que c'est sympa. Donc du coup, les psychiatres sont appelés pour gérer les questions de santé mentale. Alors, néanmoins, eh ben, ils sont appelés, c'est vrai, mais ça déclenche des crises d'urticaire majeures parce que, eh bien, il y a de l'antipsychiatrie dans nos sociétés. C'est une évidence, il y a de l'antipsychiatrie dans toutes les sociétés. Pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, il y a beaucoup de textes qui ont été écrits, mais pour le dire vite, ben quand même, le psychiatre, c'est un des rares médecins qui peut enfermer quelqu'un contre son gré. C'est quand même pas rien symboliquement. Vous savez, dès qu'on pense psychiatre, on pense camisole, hein, ou la vraie en coton, ou la camisole chimique, comme on dit. Hein. Alors ça aussi, c'est très drôle, c'est que dès qu'un psychiatre prescrit un médicament, c'est une camisole chimique, alors que tout le monde prend des psychotropes tous les jours. Hein. Qui n'a pas pris du café ou du thé ce matin, ben, c'est un psychotrope, hein, vous l'avez pris pour être up, et bien sûr tout le monde fait ça. Hein. Donc tout le monde prend des psychotropes pour être boosté. Si c'est un psychiatre qui le prescrit, alors tout d'un coup c'est une catastrophe. Et c'est comme ça, ça fait partie de notre métier, il faut apprendre à vivre avec. Donc c'est vrai que symboliquement, le psychiatre enferme, le psychiatre donne des camisoles, et puis le psychiatre vous dit que vous êtes fou, ou que vous ne l'êtes pas. Or, comme tout le monde a toujours une petite interrogation sur le fait qu'il est complètement normal ou pas, et c'est juste humain, hein, c'est humain. D'ailleurs, par moment, on a des épisodes de différence, et c'est complètement normal, et donc du coup, eh ben, comme on ne sait pas trop à quoi correspondent ces maladies, on se dit, mais finalement, le psychiatre, un jour, va peut-être me dire que je suis fou, voire éventuellement m'enfermer, puisqu'il peut le faire. Et donc, il ne faut surtout pas que le psychiatre s'occupe des problèmes de santé mentale, qui sont des problèmes qui concernent tout le monde. Si on commence à mettre des psychiatres partout, ça va être abominable. Et en ce moment, de ce fait, on observe une efflorescence de l'antipsychiatrie. D'ailleurs, c'est vraiment curieux. Plein de gens le soir font de la méditation de pleine conscience. Tout le monde lit Science et Avenir sur les neurosciences. Et néanmoins, la psychiatrie est ringardisée. C'est une discipline un peu has-been. La neurologie, c'est classe, hein, mais la psychiatrie, c'est quand même un peu approximatif. Alors, et donc ça, c'est juste un état de fait sociologique. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction à cet état de fait? Eh ben, la constitution d'une corporation autour de la santé mentale. Donc le
le Conseil national sur la santé mentale du gouvernement précédent. Bien sûr, il y a tout le monde, puisque la santé mentale concerne tout le monde, tous les acteurs, ça doit être collégial, donc on met tout le monde, donc il ne se passe rien. Puisque naturellement, si tout le monde parle ensemble du bien-être, vous pouvez être sûr qu'il ne va rien se passer. Donc ça, d'un côté, la montée en charge de l'institutionnalisation de la santé mentale, et de l'autre côté, certains psychiatres qui sentent le vent tourner et qui décident de rentrer dans le trip des neurosciences. Puisque c'est porteur, puisque là, quand vous êtes neuroscientifique, là, on a la classe. Hein. On parle de récepteurs, de trucs comme ça, personne ne comprend rien, et donc on fait encore plus savant. Et donc, il y a la réémergence d'une neuropsychiatrie académique. Il y a même des textes écrits là-dessus. Finalement, est-ce que la psychiatrie, ça fait vraiment sens au XXIe siècle ? Et donc là, il faut s'arrêter, parce que c'est une vraie question. Ben, peut-être que la psychiatrie qui disparaît progressivement, peut-être qu'en fait c'est normal qu'elle disparaisse, peut-être que c'est normal qu'il y ait le bien-être d'un côté, que de l'autre côté il y ait les neurosciences, après tout. Donc ça c'est une question. Alors mon point de vue c'est que c'est non. Pourquoi ? Ben, parce que les malades psychiatriques existent. Et que en fait... Et donc dans les 10 minutes qui me restent, je voudrais en parler avec vous. Un malade psychiatrique, ça n'est pas un malade neurologique. Avoir la migraine, c'est avoir mal à la tête. Faire une attaque de panique, c'est pas avoir mal à la tête, c'est avoir mal à l'intérieur de soi en tant que sujet pensant. Et en fait, les deux n'ont rien à voir. Même si la migraine, ça se passe dans la tête, une douleur migraineuse, ça n'a rien à voir avec l'anxiété que l'on vit quand on fait une attaque de panique. Alors, et là, bien sûr qu'il faut remettre sur la table que, eh ben oui, le dualisme, qui est un truc ringardisé aussi au XXIe siècle, c'est quand même une réalité de l'existence. C'est-à-dire que, oui, nous avons un corps avec des organes. D'ailleurs, nos organes restent un mystère pour nous. C'est-à-dire, vous savez que vous avez un cœur, 2 poumons, 2 reins. Vous ne les verrez sûrement jamais de toute votre vie, alors qu'ils vous constituent. Non, mais tout ça pour vous dire que le rapport que nous avons à notre corps est un rapport très particulier. Nous savons que nous avons un corps qui est constitué d'organes que nous ne verrons jamais, nous ne savons pas ce qu'ils sont. Donc vous voyez à quel point nous sommes étrangers à notre propre corps. Et par contre, nous vivons en permanence avec notre pensée. Elle est là du matin jusqu'au soir, y compris la nuit, quand on rêve. Et donc, oui, c'est ringard. Alors, oui, bien sûr, il y a un lien entre les deux. Oui, bien sûr, le cerveau produit la pensée. On ne sait pas trop comment, mais on commence à avoir des idées. Alors, oui, il y a un lien, mais la réalité de ce qu'on vit, c'est que nous sommes un sujet pensant et que nous avons un corps. Et que parfois, le corps fait souffrir une jambe cassée, une crise d'asthme, et parfois, la pensée fait souffrir une rupture sentimentale. Ça fait souffrir, ça ne fait pas souffrir comme une crise d'asthme, comme une jambe cassée. Ça ne veut pas dire qu'un asthmatique, quand il a une crise d'asthme, n'est pas anxieux. Bien sûr. Hein. Et ça ne veut pas dire que quand vous avez une rupture sentimentale, vous n'avez pas mal au ventre. Bien sûr. Mais on est bien d'accord, c'est quand même pas pareil. Or, il se trouve que, eh bien, certaines personnes, à un moment donné dans leur vie, expérimentent une souffrance intense en tant que sujet pensant. Eh bien, ça s'appelle la psychiatrie. Ces personnes-là sont des malades psychiatriques. Et ils existent, et il faut les prendre en charge de façon particulière, effectivement, parce que s'adresser à quelqu'un qui est avant tout un sujet pensant, ça n'est pas la même chose que de s'adresser à quelqu'un qui a sa souffrance projetée sur une partie de lui-même. Ça n'est pas exactement le même métier. Donc, 1, le sujet pensant existe. 2, on peut souffrir en tant que sujet pensant. Ça existe. Donc, les malades psychiatriques existent. Et ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que les maladies psychiatriques existent aussi. Et là, les psychiatres ont leur tort. C'est que vous savez que dans le DSM, il y a des troubles mentaux. Et ça, c'est une espèce de casserole qu'on traîne. Il n'y a aucune raison de dire qu'en psychiatrie, il y a des troubles et ailleurs, il y a des maladies. En psychiatrie, il y a des maladies. Une maladie, c'est un syndrome qui a une valeur thérapeutique, pronostique et en principe une étiologie. Alors on va dire, ah ben oui, mais en psychiatrie on n'est pas d'étiologie. C'est pas vrai. Un syndrome de stress post-traumatique, eh ben c'est quand il y a eu un traumatisme.
et une vulnérabilité génétique, et tout ce que vous voulez. Quelle est l'étiologie d'une leucémie aiguë lymphoblastique? Eh ben, on n'en sait rien. Et donc on va dire qu'une leucémie aiguë lymphoblastique, c'est un trouble. Ben non, c'est une maladie, bien sûr c'est une maladie. Donc, alors on va dire, ben oui, mais c'est plus grave. Ben oui, mais une anorexie mentale, le pronostic vital, c'est celui d'une maladie de Hodgkin. Donc bon, voilà, moi je vois des maladies partout, et je vois des pronostics vitaux engagés partout. En psychiatrie, il existe des maladies. Ben, quand on a des malades et des maladies, il faut des médecins pour s'en occuper. Ces médecins, ça s'appelle les psychiatres. Et comment ils traitent leurs patients? Eh bien, ils traitent leurs patients avec des médicaments quand les médicaments marchent, avec des choses non médicamenteuses quand les choses non médicamenteuses marchent. Et quand les deux marchent ensemble, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, si enfin on pouvait faire des essais où on mélangeait médicaments et soins non médicamenteux, ça serait un vrai progrès. Et donc, je conclurai juste là-dessus. Oui, il y a une invasion des questions de santé mentale dans nos sociétés, et ça se comprend parce qu'on vit une période fascinante quand on tient le coup, et quand on ne tient pas le coup, eh bien, on vit une période de grande anxiété. Et oui, donc du coup, ça nous interpelle, et il faut que, en tant que citoyens, il faut que les politiques gèrent ces changements, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec de la psychiatrie. La psychiatrie, c'est s'intéresser à des gens en grande souffrance en tant que sujet pensant. Les psychiatres n'ont rien à voir avec le bonheur. Les psychiatres n'ont pas comme vocation de rendre les gens heureux. Quand on a essayé de faire que ça se passe comme ça dans certaines sociétés, ça a conduit à de grands désastres. Je vous remercie pour votre attention.